Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie et vraiment, honorée de recevoir aujourd'hui Ariane Billeran, Virginie Deroricchia et je vous remercie infiniment d'avoir répondu présente à l'invitation pour parler aujourd'hui de l'éducation sexuelle des enfants, hein, dans les établissements scolaires et autres et de cette folie, dont ils sont les victimes depuis, 2020 puisque c'est un tout, tout fait partie, des mêmes choses. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc Ariane Billeran, qui est normalienne, philosophe, psychologue, pardon, clinicienne, docteure en psychopathologie, conférencière et auteure de plusieurs livres, dont celui sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui, L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial, qui a été écrit en 2017. Virginie, quant à vous, vous êtes avocate française, auteure aussi du rapport Dictature 2020, terrorisme d'État, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et crimes contre l'humanité. Vous avez toutes les deux fait partie du grand jury également. Donc merci infiniment encore d'être là toutes les deux. On a préparé quelques questions et on voulait voir avec vous aussi vous présenter plusieurs documents pour que ce soit plus visible. Je vais peut-être commencer par Ariane, concernant votre livre sur l'imposture justement des droits sexuels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, voilà, comment enrober finalement dans de belles phrases et de soi-disant au nom de la protection des enfants, ben, finalement ce texte est en fait un parfait prétexte pour protéger justement les criminels sexuels et les délinquants sexuels auprès des mineurs? Merci d'abord pour l'invitation. Alors, je vais essayer de contextualiser ce texte qui s'appelle «Les standards pour l'éducation sexuelle en Europe» et qui provient de l'OMS. Ces standards, s'appuient sur, la Déclaration des droits sexuels du planning familial international et cette déclaration des droits sexuels cite, Siecus, SIECUS, qui était l'organe de pédagogie sexuelle de l'Institut Kinsey, dont l'objectif dès 1964 était d'enseigner l'idéologie de Kinsey comme éducation sexuelle ou éducation à la sexualité dans les écoles, voilà, auprès des enfants. Donc, ce document s'appuie notamment en bibliographie sur Siecus, Siecus a pour objectif de promouvoir l'idéologie de Kinsey. Donc, c'est très important de remonter à la racine avant de parler du contenu même du texte. On a eu donc les recherches de Kinsey ont été financées par Rockefeller, premièrement. Deuxièmement, Kinsey, n'avait évidemment aucune connaissance, en psychologie de l'enfant, c'était un spécialiste des insectes et la professeure américaine, Judith Reisman, qui est une professeure de droit, qui a travaillé donc aussi pour le ministère de la Justice américain, a dévoilé que Kinsey avait organisé pour ces dites recherches de nombreux viols, sur des mineurs, dont, des bébés et ça a été, l'objet de toute sa vie, de démontrer, cette imposture, hein. Elle a aussi, fourni des rapports, des témoignages donc, sur cette affaire. Elle a également, subi une campagne de calomnie, de la part des lobbies pro-pédophiles, assez identique à celle que nous subissons aujourd'hui, nous, professionnels de santé mentale et du droit. Alors, quand on revient sur ce texte de l'OMS, déjà, c'est un texte contraignant. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait en 2016, c'est tout simplement, je suis allée lire ces textes à la virgule près pour comprendre ce qu'ils contenaient. Et j'ai donc relevé ce caractère contraignant, c'est la raison du sous-titre de mon livre, la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. Parce que le caractère contraignant, il est clairement dans l'imposition d'une sorte de législation internationale qui soumettrait les enfants à une, entre guillemets, citoyenneté sexuelle, c'est écrit comme ça dans les textes, euh, avec un postulat de base que l'enfant aurait une sexualité et qu'il conviendrait de l'éduquer au plaisir sexuel. Donc quand on explore ce document, on comprend que déjà la sexualité qui d'ordinaire fait partie au niveau juridique du domaine intime et privé euh, se fait englober cette fois dans le domaine de la santé, mais on va plus loin, c'est-à-dire que ça devient une matière d'enseignement comme les autres, comme les mathématiques,
comme le français, ce qui a pour conséquence que les parents qui refuseraient cette initiation à la sexualité, notamment, dans les écoles, en réalité, donc seraient des opposants à l'instruction de l'enfant. Et ceci est très important parce que ça, après, on verra avec, maître Virginie Despaux-Moretti, la question, du droit. Mais il y a aussi un glissement et une imposture de ce point de vue-là. Donc on va parler dans ce document les standards. Donc déjà, il s'agit de standardiser la sexualité à la manière dont l'OMS, entend, définir ce qu'est, la sexualité, ce qui est quand même déjà assez particulier. Et puis donc, il est question d'adultes, qui vont enseigner la sexualité dans une matrice avec des âges et cela commence à la naissance. Naissance que l'OMS qualifie de 0 ans. Cette éducation sexuelle, on y parle d'activité sexuelle chez l'enfant, elle est banalisée, normalisée, alors que nous, les professionnels et en particulier les experts, auprès des tribunaux pour les abus sexuels infantiles, savent que quand l'enfant manifeste une activité sexuelle, c'est qu'il y a de très, 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 très grandes chances qu'il ait été transgressé. Donc là, on banalise une transgression comme si les manifestations de cette transgression sexuelle, soit qu'il y ait été initié par des films, soit qu'il ait vu des choses, soit qu'il y ait été initié par un adulte, mais l'enfant n'a pas spontanément une activité sexuelle et projeter sur l'enfant une activité sexuelle est du registre pervers. Et ça, c'est de nombreux collègues qui l'expliquent, hein, et des pédopsychiatres qui sont, dont le docteur Régis Bonneau, qui a été expert auprès de cours d'assises, hein, donc qui le sait très bien. Et dans mon livre Psychopathologie de la pédophilie que j'ai écrit en 2013 avec Amandine Lafargue, qui est aussi encore experte à ce sujet, c'est très clair. Je vais citer, si vous le permettez, le pédopsychiatre Frédéric Goareguer, pédopsychiatre belge, qui explique bien, je le cite, à 2 ans, si un enfant se tripote, ce n'est pas associé à un plaisir, et encore moins à une sexualité, mais à une sensorialité. Il ne s'attarde d'ailleurs pas plus à toucher ses organes génitaux qu'à sucer son pouce ou son gros orteil. Y associer la notion de recherche de plaisir est lié à la perception d'une sexualité adultomorphique chez les enfants et ne correspond à aucune donnée scientifique. Le risque de la confusion de ces concepts dès le plus jeune âge est de favoriser, voire légitimer, les approches de prédateurs. D'ailleurs, si l'on remarque qu'un enfant de moins de 11 ans a un comportement sexualisé ou masturbatoire précoce, nous indique le docteur Frédéric Goareguer, le psychiatre, il est indiqué de s'interroger sur la possibilité pour cet enfant d'avoir vécu des abus ou des attouchements ou d'avoir été témoin de scènes inappropriées à son âge. Donc on voit bien que les standards pour l'éducation sexuelle, en banalisant l'idée d'une sexualité chez l'enfant qu'il conviendrait d'éduquer de la bonne manière, en fait la promotion d'un discours et de lobbies, et on retrouve la promotion de ces lobbies à travers donc les fameuses références non scientifiques dont je vous ai parlé, hein, et qui ont déjà été dénoncées de très longue date, hein. Par exemple, je vais vous citer un exemple de dénonciation. Donc, à part le professeur Judith Reisman, toute l'équipe de CIECUS a été dénoncée, par exemple, par un rapport de l'American Legislative Exchange Council en avril 2004 qui explique que les études de Kinsey sont des sciences de pacotille. Hein, donc, de pacotille. C'est-à-dire qu'on n'a jamais consulté des experts et des professionnels du développement psychique de l'enfant et on projette à la manière des pédophiles l'idée d'une sexualité chez l'enfant qu'il conviendrait d'initier ou d'amener de façon douce, entre guillemets douce, parce que ce n'est pas doux du tout comme on le verra, puisque notamment, qu'est-ce qui n'est pas doux, c'est que dans l'éducation sexuelle prévue par l'OMS, l'éducation sexuelle est censée être anticipative, c'est-à-dire avant que l'enfant ait l'âge et la maturité psychique pour la recevoir. C'est écrit comme ça dans les textes, hein. On y parle aussi de consentement à des âges où les enfants n'ont pas de consentement en matière légale. Et évidemment, on apporte des contenus totalement inappropriés pour les enfants et de type traumatique, hein. Donc, je vais encore citer le docteur Frédéric Goareguer, si vous me permettez,
Considérer une sexualité dès la naissance implique de présenter trop tôt un contenu sexualisé à un âge où la maturité neurodéveloppementale ne permet pas de l'intégrer. Donc voilà pour un 1er tableau. Alors, d'ores et déjà, je voudrais indiquer que nous sommes, plusieurs, professionnels du droit, parce qu'on verra que ces textes violent le corpus juridique de protection des mineurs et de la psychologie de l'enfant et de la pédopsychiatrie, à nous élever, contre ces textes. Je voudrais simplement dire que pour notre école à nous, hein, il est très important de rappeler que, il y a une confusion des langues, que l'enfant n'a pas encore de sexualité parce que pour avoir une sexualité donc qui est différente, de ce que décrit le docteur, Frédéric Goireguer, il faut, tout simplement avoir la maturité intellectuelle, émotionnelle et biologique, de cette sexualité. Donc nous dénonçons en fait une confusion des langues qui est d'ailleurs du registre de la perversion. Donc, c'est une première réclamation que nous avons faite dans une pétition, l'abolition de toute référence à une sexualité des enfants. Les enfants n'ont pas encore de sexualité et introduire cette confusion des langues, c'est extrêmement problématique, pour, la suite, hein, comme on le voit, justement, au regard de ces textes. Nous dénonçons aussi, la prétendue scientificité de cette dite éducation sexuelle. J'ai déjà démontré le paradoxe aussi qu'il y a dans ce terme, hein, de éduquer, c'est contenir, hein, apprendre à contenir les pulsions et notamment l'intolérance à la frustration. La sexualité est du registre pulsionnel, donc on ne peut pas éduquer une pulsion. Ça, c'est aussi important de relever tous ces paradoxes parce que c'est à partir de ce langage paradoxal qu'on arrive à manipuler les gens. Donc nous dénonçons les conséquences sur le bien-être psychologique, somatique, biologique et émotionnel des enfants, de cette prétendue éducation à la sexualité ou éducation sexuelle. Nous exigeons l'abolition de ces textes de l'OMS et de tous leurs dérivés parce qu'il y a parfois une référence au contenu des textes de l'OMS sans citer l'OMS. Hein, donc c'est quand même important de repérer où est le contenu idéologique pour l'identifier et le dénoncer. Donc, concernant les droits sexuels de l'enfant, parce que l'enfant aurait des droits à la sexualité, selon l'OMS, l'éducation sexuelle, l'éducation à la sexualité. Nous exigeons l'application du corpus juridique international en matière de protection des mineurs pour une protection de l'enfant digne de ce nom, parce qu'il est très important de dire que nous sommes favorables à une sexualité épanouie à l'âge adulte. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire n'importe quoi auprès des enfants. Nous soutenons bien sûr une réelle protection de l'enfance. C'est l'objet de notre intervention. Nous avons donc créé une pétition qui a été donc rédigée par 4 professionnels, dont Maître Virginie Derarojo-Recchia et moi-même, mais aussi signée par 20 premiers signataires qui sont tous professionnels de la psychologie de l'enfance, du psychotrauma, de la pédopsychiatrie et du droit, des professionnels aguerris et avérés. Donc, nous soutenons une réelle protection de l'enfance dans tous les domaines et ça passe aussi pas seulement par une prévention des risques, mais par la consolidation des apprentissages. Et nous voyons que toute l'école est en chute libre. Les enfants n'apprennent plus à lire correctement, à écrire correctement. On a beaucoup de rapports là-dessus. Et enfin, nous exigeons le respect intangible de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui affirme le droit et le devoir primordiaux des parents dans l'éducation des enfants, parce que bien évidemment, il y a aussi un viol de ce point de vue-là. Je voudrais pour finir, pardon d'être un peu longue, mais rappeler aussi que le point de vue de l'OMS sur la sexualité, c'est une assimilation au plaisir, c'est-à-dire que la sexualité serait du plaisir. Or, nous savons que donc ces programmes insistent beaucoup sur la notion de plaisir et de plaisir de l'enfant. Il se trouve que j'ai interviewé des survivants de réseaux pédocriminels de pouvoir et j'ai eu aussi affaire à beaucoup de victimes d'abus sexuels infantiles. Le critère ne peut pas être le plaisir parce que le plaisir sexuel, entre guillemets le plaisir, c'est-à-dire la réaction mécanique de type hormonal qui peut survenir, peut
survenir, y compris dans des cas de viol, puisque c'est un Mmh. mécanisme de défense, hein, comme on peut le voir aussi dans des formes, d'accidents graves et cetera, donc ou de torture, hein. On a eu des psys qui ont analysé ce qui peut se passer au niveau de la torture. Quelqu'un qui est torturé peut, entre guillemets, «déclencher un orgasme». De là à dire qu'il est consentant à être torturé, eh bien, c'est exactement la même chose dans les cas de viol. Donc, en général, la victime en aurait une grande culpabilité, mais la sexualité, c'est vraiment une affaire de maturité, de consentement, de D'intimité aussi? maturité d'intimité, de maturité émotionnelle et cetera. Donc là, aujourd'hui, nous sommes, dans quelque chose d'extrêmement, problématique, qui est tout simplement une incitation à la sexualité dès le plus jeune âge, et ce, alors que les enfants n'ont absolument pas construit les remparts psychiques, intellectuels, émotionnels, et même la maturité biologique pour accueillir en fait, ce sujet. Et on pourrait aussi, le développer longtemps, le fait que ça soit en groupe, qu'il y ait une confusion complète entre le public, le privé et cetera. Heu, bon, tout ceci est extrêmement, problématique. Voilà. Merci beaucoup, oui, pour toutes ces précisions. Donc vous avez répondu aussi à ma deuxième question. Effectivement, on ne peut pas mettre côte à côte les 2 mots, hein, éducation à la sexualité et enfant, puisque de toute façon, vous l'avez dit, vous l'avez déjà dit dans d'autres émissions, un enfant n'a pas de sexualité et encore moins à partir de 0 ans. Donc c'est ce que vous disiez, déjà il y a un petit moment. Finalement, quelles vont être concrètement les conséquences au niveau émotionnel, psychologique, physique même, de ces enfants-là, chez ces enfants transgressés du coup, parce que c'est le terme que vous employez aussi, qui vont être soumis à cette éducation sexuelle du coup? Bah, les conséquences, on peut les anticiper, mais aussi on peut les constater, hein. Aujourd'hui, ma collègue Amandine Lafargue a fait déjà un courrier, je crois que c'était en février de cette année, sur le constat clinique, des conséquences, psychiques chez les enfants. Il y a des conséquences à court terme et des conséquences à long terme. À partir du moment où on présente un contenu que le psychisme de l'enfant n'est pas du tout en aptitude, apte à absorber, hein, qui est un contenu, d'adulte, et on voit bien parce qu'il y a des ne serait-ce que des plaquettes, on utilise des mots d'adultes, on montre des supports pédagogiques avec des reproductions de photos de sexe adulte. Il y a quelque chose qui ne va pas, du tout dans, on voit bien qu'on est dans un déni d'enfance, et en plus, comme le souligne aussi le docteur Frédéric Goareguer, comme cette, enfin, ces enseignements, sont faits en groupe, bien sûr que celui qui est le plus avancé par rapport à ses petits camarades est celui qui va poser les questions, et donc ça va créer en fait, encore une fois, c'est comme le fait de faire mûrir un fruit trop vite, hein. Si vous voulez Mmh. faire mûrir un fruit trop vite, vous allez le pourrir. Donc c'est exactement pareil pour l'enfance. Il y a des étapes pour tout. On ne demande pas à l'enfant de passer son permis de conduire. Donc pourquoi on lui demande d'avoir accès à des contenus à caractère sexualisé qu'il n'est pas du tout apte à recevoir? Donc cela va créer de l'effraction traumatique. Les enfants qui vont le mieux, ça c'est le docteur Régis Pruneau, pédopsychiatre, et pédiatre, qui l'explique bien aussi, sont les enfants qui parlent à Mmh. leurs parents de ce qui les a, bouleversés ou de ce qui les a choqués, et ils ne sont pas du tout à ce stade-là. Ils sont dans un stade de construction d'imaginaire, ils sont pris dans quelque chose de très innocent. Ils sont également pris dans de la pensée, magique, hein. Donc c'est des stades de développement psychique de l'enfant qu'il faut connaître pour savoir qu'on ne peut pas leur présenter, des contenus à caractère sexuel qui vont être extrêmement angoissants et traumatiques. Donc le traumatisme, il n'est pas forcément visible de suite. Donc il y a des enfants qui rentrent très angoissés et qui en parlent, mais ceux-là sont ceux qui vont le mieux, hein, qui sont voilà. Le traumatisme, c'est une bombe à retardement, et cette bombe à retardement entraînera par la suite, en fait, puisque nous sommes, dans de la séduction, hein, de mineurs en présentant des contenus à caractère sexuel, il faut dans de l'initiation à la sexualité, hem, ça donnera des adultes qui vont avoir des difficultés avec leur sexualité, qui vont aussi
Et c'est très important parce que, ça j'ai insisté aussi dessus plusieurs fois, dans la mesure où la sexualité est du registre pulsionnel, elle émerge à l'adolescence lorsque l'enfant, justement, sort de l'enfance et a construit des barrages, ce que j'appelle moi des remparts, ce que Freud appelait des digues, hein, psychiques suffisants, que nous appelons aussi des processus secondaires, hein, en psychologie, de l'enfant, c'est-à-dire, une rationalité suffisante, une capacité de se représenter les choses, voilà, une aptitude à à secondariser justement les contenus qui lui sont présentés et avoir des remparts suffisants, par rapport à mmh, au déferlement que peuvent être aussi les hormones sexuelles quand elles vont, surgir, hein. Donc on sait à quel point ce n'est pas, du tout évident. Donc si on a enseigné entre guillemets, la pulsion et la sexualité très jeune, eh bien ça a pour conséquence de rendre les enfants inéducables. C'est-à-dire de les mettre dans de l'excitation primaire permanente et donc de créer aussi de l'obsession. On le voit chez les enfants transgressés. Ils sont complètement obsédés et ils sont pris aussi dans des masturbations compulsives permanentes. Donc ça va créer des consommateurs parfaits, pour, la pornographie. Créer toute une partie d'addiction, en fait, hein, d'addiction divers et variés d'ailleurs, qui sont aussi des marqueurs, de traumatisme, d'addiction, en particulier à la sexualité, heu, notamment, de type pornographique, hein, dans l'incapacité justement de créer une relation qui peut être aussi de l'ordre, du sentiment, de l'émotion, de l'amour, de la tendresse, de tout ce qu'a oublié l'OMS dans ses textes, hein, et qui fait partie, de la gamme de ce qu'on peut souhaiter, hein, dans le registre amoureux, et épanouissant justement, d'une sexualité. Hem, Cela va créer donc des consommateurs parfaits d'une sexualité basique, hein, comme, dans le meilleur des mondes, d'Huxley, c'est-à-dire qui est dénué complètement, de conscience et d'épanouissement, pour l'individu. Des traumatismes, donc des gens qui vont être, extrêmement perturbés par du post-traumatique à l'âge adulte et de cela, j'ai déjà reçu des témoignages de jeunes adultes, qui ont parce qu'elle n'est pas nouvelle, en fait. C'est-à-dire que cette éducation à la sexualité, on nous l'a fait avaler au départ comme une gentille prévention et ça, tout le monde était d'accord. Je veux dire des individus normalement constitués sont d'accord pour que, il y ait des enseignements en biologie à l'adolescence et qu'on soit dans la prévention, des MST et cetera. Tout le monde est d'accord a priori là-dessus. Ça concerne des adolescents, voilà donc a priori les cours que en tout cas moi j'ai reçus sur ma génération n'étaient pas problématiques. Mais dès la génération après, c'est-à-dire des jeunes aujourd'hui des jeunes gens qui ont 20 ans, j'ai reçu des témoignages, heu, qui m'ont expliqué, j'en mets un d'ailleurs à la fin du livre, à quel point en fait cette éducation dite à la sexualité les a tellement perturbés qu'ils sont incapables d'avoir une sexualité épanouie dans une relation épanouie. Donc on voit bien que c'est totalement, contre-productif et que c'est de l'ordre, du registre de la transgression de l'intime. Voilà, je alors je n'entends pas. Hem, Pardon, je disais merci beaucoup. Ce qu'il y a, c'est on va le voir aussi au niveau du droit, c'est que, ça se fait cette effraction aussi souvent sans l'accord des parents, sans, du coup, voilà, leur demander leur avis auparavant, sans demander des fois l'avis des enfants. Moi, j'ai eu ma fille, l'année dernière, en cours normalement de physique-chimie, qui tout à coup a eu l'intervention de SOS homophobie sans que les parents soient prévenus, sans que même les élèves soient prévenus et quand on va, bah, ce que j'ai fait, sur le site de SOS homophobie, on voit bien tout ce qui est prôné derrière comme, bah, c'est du lobbying, hein, comme voilà, volonté d'être soi-disant de lutter contre le harcèlement, toute forme de violence, et cetera. A priori, toujours enrobé dans de belles phrases et dans de beaux, contextes et de beaux mots et pour autant, prôner surtout, la liberté de changer de sexe, de, se sentir un jour, binaire, non binaire, transgenre, un jour fille, un jour garçon et cetera et cetera. Donc avec toutes les dérives que ça peut avoir aussi, surtout
je trouve, à la période de l'adolescence comme risque, comme on disait, hein, au niveau émotionnel et au niveau construction de la personnalité, effectivement. Ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'était que soit ils vont devenir, finalement eux-mêmes bourreaux, hein, et persécuteurs, c'est la possibilité, soit de toute façon ça va être un repli sur soi avec cette, inéluctable finalement, fin de autre que, être, soi-même dans l'impossibilité de construire quelque chose de sain, finalement, Oui, au niveau de la si je peux sexualité. si je peux rajouter un point très, très important qu'on constate chez les victimes, d'abus sexuels, enfants, mais qu'on constate à l'issue de ces soi-disant cours. C'est que l'enfant apprend par imitation. Donc, à partir du moment où il a été aussi traumatisé, il va se décharger sur d'autres enfants et donc on constate, les professionnels qui reçoivent aujourd'hui, des enfants à la suite de ces, supposés cours, constate une multiplication des abus sexuels dans les écoles à la suite de ces cours ou à la maison. C'est-à-dire l'enfant revient complètement perturbé et la première chose qu'il va faire, c'est, imiter, sur le petit frère ou la petite sœur ce qu'il Mmh. vient de «d'apprendre» entre guillemets ou, de subir, hein. Donc il faut aussi insister sur les conséquences immédiates, de ces cours. On en a eu déjà des témoignages aussi, hein, de professeurs ou d'animateurs, hein, dans les temps périscolaires qui effectivement se rendaient compte qu'il y avait des enfants qui mettaient en application ce qu'on leur avait appris dans les cours sur les petits camarades, en fait, hein. Donc ça, ouais, ouais, c'est important de le Et souligner il aussi. y a une autre idéologie qui circule que, c'est du moment que c'est entre enfants, c'est pas un abus. Mmh. Donc évidemment, si on leur prête une supposée sexualité et qu'ils se tripotent entre eux, on va pas s'en mêler. C'est pas du tout comme ça que ça se passe et c'est important de rappeler justement et d'aller chercher non pas n'importe quel professionnel de la psychologie, mais des professionnels de la psychologie et de la pédopsychiatrie qui connaissent très bien les histoires d'abus sexuels infantiles, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des expertises à l'intérieur de la psychologie. Et aujourd'hui, on voit des professionnels intervenir qui ne connaissent pas leur sujet. Donc c'est très important de revenir là-dessus, hein. De la même façon qu'on peut avoir des psychanalystes qui nous parlent de sexualité chez Freud, il faut bien j'ai consulté, des psychanalystes et nous sommes repartis sur les textes allemands, hein. Il n'y a pas le terme sexualité pour l'enfant. Donc que les traductions soient mauvaises, c'est une chose, nous allons, communiquer là-dessus et rappeler là-dessus, rappeler des points fondamentaux, mais c'est important de ramener, de sortir de la confusion et donc cette idée des enfants qui se tripotent entre eux, eh bien, heu, il faut simplement j'ai fait un tout petit sondage. Il est informel et il n'est pas représentatif de la société française, puisqu'il est représentatif des gens qui viennent voir des psys, c'est tout. Mais auprès de nombreux psys, combien dans votre patientèle de gens ont été abusés sexuellement en tant qu'enfants? En 3 minutes, le chiffre est 80. Mmh. 80. Et ces gens ne viennent pas consulter pour ça, mais 80. Et je vais rajouter que dans beaucoup de ces abus sexuels, eh bien, c'est l'enfant le plus grand sur l'enfant le plus petit. Le cousin qui, lui, est Mmh. déjà, a subi des transgressions ou entre guillemets «a été initié aussi» transgressé par un enfant plus grand. Qui a appris ça par quoi? Parce que papa ou maman ou il y a des films porno à la maison, parce qu'il y a des choses qui circulent et cetera, ou parce qu'ils ont été initiés par des adultes, vont prendre l'enfant le plus vulnérable Oui. et reproduire. Donc banaliser cette dite sexualité infantile alors qu'il s'agit d'abus dont le traumatisme perdure toute la vie, c'est d'une gravité sans nom et c'est vraiment important de remettre les choses dans l'ordre. Mmh. 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 Oui, effectivement. Virginie, du coup, au niveau du droit, qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça là? Finalement, sur quel de texte, fondement même, nous pourrions, nous, professionnels, parce que j'en appelle aussi aux éducateurs, aux professeurs, aux enseignants et même nous, parents, pour contrecarrer finalement, toute cette, pour moi, folie, hein, je trouve pas d'autre mot, qu'est l'éducation sexuelle dans les écoles. Peut-être vous vouliez revenir un petit peu avant sur, Honest et les standards de l'OMS aussi et le livre blanc, du planning familial, pour qu'on voit un petit peu,
voilà, sur quoi vous avez pu travailler, ce que vous avez découvert avec stupeur aussi. On en parlait juste avant d'enregistrer. Bonjour Lise, merci de me recevoir. Oui, effectivement, en réalité, il y a énormément d'arguments qui peuvent être utilisés tant par les professionnels de l'enfance que par les parents, les familles. Tant cette intrusion dans notre corpus juridique est imprégnée d'idéologie, de propagande et qui est le travail clairement de lobby. Pour ce faire, déjà, j'ai été alertée par le docteur Biran et il y a un collège d'experts hein, qui essaye de voir ce qu'on peut faire à l'échelle nationale contre ces cours qui vont à l'encontre de tous les principes déterminés dans le cadre de leur matière. Et moi, donc, je suis allée regarder les débats concernant l'article L312-16 du Code de l'éducation nationale, puisque c'est bien de celui-là dont on parle. Et donc, j'ai été assez consternée parce que je me suis rendu compte qu'aucun expert de pédopsychiatrie, psychologie de l'enfance n'avait été entendu. En revanche, il y avait le planning familial. Alors, je voulais d'ores et déjà rappeler ici que les standards d'éducation à la sexualité de l'OMS, les déclarations des droits sexuels, les livres blancs du planning familial n'ont aucune place sur la hiérarchie, dans la hiérarchie des normes juridiques en France. Nulle part. Hein, ça ne fait pas partie du tout de la hiérarchie des normes et de notre corpus juridique. Je voudrais que ça soit bien clair pour tout le monde, parce qu'en fait, on profite d'espèces de confusion, hein, parce que les termes déclaration, ça peut vouloir dire que ce sont des textes contraignants. Absolument pas. Ces textes ne sont pas du tout contraignants. Malgré tout, eh bien, c'est grâce à notamment la fédération du planning familial que l'on se retrouve avec ce fameux article qui rend obligatoire des cours d'éducation à la sexualité. Alors, voilà, je suis tombée sur le livre blanc du planning familial de novembre 2023 et ça vient corroborer, alors en toutes petites lettres, voilà, on se dit que personne ne va lire et que les parents ne vont pas s'en inquiéter. Ça vient corroborer les recherches du docteur Biran sur les standards. Parce qu'on va vous dire, mais non, mais l'éducation à la sexualité, ça n'est pas sur ces standards, c'est les droits de la santé, non, alors que bon, déjà, comme l'a dit le docteur Biran, hein, la sexualité, suivant la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ça fait partie de la vie privée familiale. Ça ne fait pas partie du droit de la santé qui permettrait, voilà. Il y a ça, et l'autorité parentale qui est bafouée, on le voit précisément dans les débats, hein, on recherche avant tout à écarter les parents de ces discussions. Donc là, le document que vous montrez, il y a ce livre blanc du planning familial, le planning familial s'érigeant en représentant de la société civile française, que c'est quand même déjà à la base une fédération américaine, ce n'est pas français déjà, et on voit pas très bien, si ce n'est par ses financements, par des fondations comme Rockefeller, Bill Gates, etc., on ne voit pas très bien comment ils seraient représentants de toute la société civile en disant qu'ils sont unanimes sans entendre des experts avec le docteur Biran, le docteur Bruno, Madame Lafargue et tout un tas d'autres experts qui disent attention, non, l'éducation à la sexualité, certainement pas des 0 ans, et on a beaucoup d'objections à faire sur ces textes. Alors, j'ai pris ce fameux texte et c'est assez, il faut que je vous le lise parce que c'est vraiment, c'est assez choquant. Vous avez la page 42, on vous dit, par suite doit être privilégiée une approche globale et positive de la sexualité, le but de l'éducation sexuelle n'étant pas de faire peur aux élèves, de n'aborder la sexualité quelle qu'elle soit, que de manière négative, mais aussi de valoriser une sexualité épanouie, visant à l'émancipation des jeunes et au renforcement de leur capacité à mener une vie affective et sexuelle. On a bien dit avec le docteur Biran qu'on n'était certainement pas contre l'épanouissement des adultes.
Donc, je poursuis la citation. Cela suppose des contenus inclusifs prenant en compte la diversité des personnes, des corps, des capacités physiques, des orientations sexuelles et des identités de genre. Là, on voit très bien déjà que c'est de l'idéologie, c'est de la propagande. D'ailleurs, la théorie du genre, c'est quand même quelqu'un qui était pro-pédophile, hein, Monsieur Monet. Hein. Il faut voir quand même que celui qui est à l'origine de la théorie du genre, c'est un pro-pédophile notoire. Et donc, on nous dit, mais aussi intersectionnel, en abordant les différents critères de discrimination possibles, sexisme, agisme, etc. L'agisme, ça renvoie à la différence d'âge. C'est un préjugé contre une personne ou un groupe en raison de l'âge. On est en train de vouloir enseigner aux enfants qu'il ne faut pas discriminer en matière sexuelle en fonction de l'âge. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Si ça, il n'y a rien de plus clair. Et c'est cette fédération de planning familial qui a donc l'oreille de nos parlementaires, des rapporteurs, des gouvernants. Donc, c'est extrêmement grave. Donc, en fait, quand on revient sur les débats, je vais vous lire un tout petit peu ce que disait la personne, donc la parlementaire qui était à l'origine de cette intrusion, de ce texte qui rend obligatoire l'éducation à la sexualité dans les écoles. Et donc, en fait, je lis. Alors, j'ai mis dans mon livre, alors j'ai rédigé suite aux travaux que l'on a fait avec le docteur Biran, j'ai pensé qu'en fait la consultation devait être offerte sous cette forme aux parents, familles et toute personne au contact des enfants, qui s'appelle Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire, éducation sexuelle et changement de mœurs. Vous pouvez retrouver tout ce que je dis là. Et donc, vous avez Madame Marie-Thérèse Boisseau, qui à l'époque disait donc qu'elle était heureuse que l'amendement qu'elle avait déposé en commission ait été repris. Voilà, on vous dit comme ça. En matière d'éducation à la sexualité dans notre pays, tout reste à faire, disait Monsieur Neuwirth en 1967. Nous sommes en 2000, je pourrais tenir les mêmes propos. Cette éducation n'est pas l'affaire des parents. Alors, on écarte complètement les parents, alors que la sexualité fait partie de la vie privée familiale. Donc, on est déjà à côté des textes. Au risque de paraître brutal, je dirais qu'ils sont très maladroits et qu'ils ne sont sans doute pas les mieux placés en ce domaine, génération après génération. Ma foi, elle n'est pas non plus l'affaire des professeurs. Donc ici, vous verrez que l'article L312-16 du Code de l'éducation nationale ne vous dit pas qu'un enseignant est en charge obligatoirement de ses cours. C'est bien à garder en mémoire pour les enseignants qui sont réticents, parce que l'intention du législateur n'était pas de faire intervenir des enseignants dans le cadre de ces cours d'éducation à la sexualité, entre guillemets, puisque les deux mots ne vont pas ensemble suivant les spécialistes. Je poursuis la citation. Elle est l'affaire des intervenants extérieurs, spécialisés que nous mentionnons dans nos différents amendements, médecins, infirmières, conseillères familiales, membres du planning familial. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Or, jusqu'à preuve du contraire, le planning familial ne sont pas des pédopsychiatres, ce ne sont pas des spécialistes en psychologie de l'enfant et ils n'ont aucune clinique en la matière et surtout, ils sont porteurs d'une idéologie reliée donc au rapport Kinsey depuis le début. D'ailleurs, on a un rapport de l'OMS de 1975 qui parle du fait qu'il ne faut pas du tout avoir, en gros, de scrupules en termes de sexualité. Et on voit Monsieur Monet, le pro-pédophile, est père de la théorie du genre, et également un responsable médical du planning familial, déjà à l'origine. Donc, tout ça pour vous dire que, on a un véritable problème parce que ce texte ne repose sur aucune donnée scientifique notoire pour les psychologues et pour tous les spécialistes de l'enfance. En revanche,
c'est un avantage donné au lobby pour qu'on puisse introduire les théories de genre, les arguments pro-pédophiles, puisque maintenant, on va dire que le consentement de l'enfant est glissant en fonction de ses compétences, parce qu'on parle d'objectifs et de compétences. Là, je crois que le docteur Bilran ne me contredirait pas si on dit que c'est quand même dans le thème du régime totalitaire, puisque ce sont des instructions de masse faites collectivement avec des adultes. On parle de sexualité, des adultes externes à la famille viennent parler de sexualité dès le plus jeune âge. Donc c'est une intrusion de non-experts, de lobbies au sein des écoles. Les enfants confient les parents confient leurs enfants à l'école, non pas pour être endoctrinés, non pas pour qu'ils soient en fait à la merci de personnes maltraitantes et incompétentes qui s'introduisent dans les écoles. Et il y a un texte qui est quand même extrêmement clair, en dehors de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit prédominer dans toutes les œuvres de l'État. Mais vous avez le protocole numéro 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme qui dit que l'État ne doit pas endoctriner de quelconque manière les enfants dans le cadre de l'éducation, et qu'il ne doit pas contrevenir aux convictions philosophiques ou religieuses des parents. Donc, en fait, là, vous avez des textes contraignants. Pour la protection de l'autorité parentale, c'est dans le Code civil. Pour les intrusions qui portent atteinte à la moralité du mineur, qui sont de la corruption de mineurs, qui sont la diffusion d'images pornographiques, tout ça, ça dépend du Code pénal français. C'est code pénal français. Donc, vous avez le code civil, code pénal français qui vont à l'encontre de ces cours qui sont dispensés par des propagandistes, par des lobbies qui ne sont pas des professionnels. Et en plus, par-dessus tout, parce que, contraire aux convictions philosophiques et religieuses, ça, il y a déjà beaucoup de parents qui sont contre tout ça, mais en plus, ça va contre l'expertise de nombreux professionnels, très nombreux professionnels qui ont agi en cour d'assises, qui ont eu en clinique de nombreux enfants et adultes agressés. Voilà. Sans compter que maintenant, toute cette infiltration des lobbies mène à un changement de mœurs que tout le monde peut constater aujourd'hui. Tout le monde peut constater qu'on a des interventions de transgenres qui viennent s'adresser à des enfants de 2-3 ans, et ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Il faut voir comme c'est en train de s'aggraver. Il y a un changement de mœurs qui fait que peu à peu, quand il y aura des problèmes d'agression, déjà qu'on voit que les tribunaux sont très cléments avec les agresseurs, on nous dira, qu'est-ce qu'on nous dira? Mais votre enfant, dès l'âge de 3 ans, il est allé à l'école et il a eu des cours d'éducation à la sexualité. Il a vu ce qu'était un organe sexuel d'adulte. Il a vu ce que ça signifiait. Donc, eh bien, aujourd'hui, il a très probablement consenti à cet acte. Et vous ne pourrez pas discriminer sur la base de l'âge. Parce qu'aujourd'hui, il est totalement libre et en fonction de ses nouvelles compétences et de ses objectifs, eh bien, il a totalement le droit d'accepter d'avoir une relation sexuelle avec un adulte. On est en train de glisser très clairement, tous les textes le présentent. Et donc, moi, ce que je dirais aux parents, par rapport à toute cette étude et vraiment ce livre, c'est parce que je vous dirais que le prix de la consultation, ça serait exorbitant pour les associations et les parents. Et que ce livre-là, vous avez tout dedans si vous voulez vous défendre. Voilà, c'est pas pour une publicité. Voilà. Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire. Je le mettrai aussi comme lien. Exactement. Ouais. Vous avez une partie sur la théorie du genre, parce qu'aussi tout ce qui concerne en fait ces changements de genre, c'est que vous avez la possibilité de choisir entre 62 types de genres. En fait, c'est mettre le bazar dans la tête, mais c'est surtout qu'en matière de santé,
j'ai le docteur Kaiser qui a eu la gentillesse de me faire un compte-rendu sur les conséquences des traitements hormonaux qui aident à la transition de genre, qui sont donnés très facilement. Également des témoignages concernant la boucherie qu'est les opérations de changement de sexe, et que beaucoup de victimes aujourd'hui parlent, viennent témoigner, viennent dire, moi, si les adultes m'avaient dit les risques que j'encourais en matière de santé et ce que l'on m'enlèverait, parce que vous avez des gens qui ont fait des transitions de genre et qui après ont voulu avoir des enfants, je ne peux pas allaiter mon enfant parce qu'on m'a enlevé la possibilité de le faire. Et si les adultes m'avaient prévenu, je ne l'aurais pas fait. Donc aujourd'hui, c'est aussi, comme pour tout le reste depuis la crise, les masques et tout, les injections, c'est une question de maltraitance, de masse, et une question de consentement. Tout est une question de consentement. Et si on ne prévient pas les parents, eh bien les enfants ne seront pas non plus prévenus. Et c'est le rôle des parents. Tout à fait. Tout le corpus juridique international et national dit qu'il faut protéger l'autorité parentale. Et là, ce que disait aussi le docteur Biran, quand on nous dit « Ah, mais c'est pas grave, 2 mineurs peuvent avoir des rapports sexuels, il n'y a rien à dire. » Eh bien non, ça va à l'encontre de l'autorité parentale. Et un mineur peut se voir poursuivi tout de même pour avoir détourné un autre mineur. Donc il faut aussi rétablir un peu les choses, parce que c'est pas ce qu'on entend, c'est pas ce qu'on voit sur les sites comme onsexprime.fr qui ne font que dépraver les enfants et démoraliser les enfants. Donc, ce que je dirais, c'est que la loi actuelle viole les normes supérieures. Voilà, et toute cette propagande, ces intrusions de lobby violent les normes supérieures. Sans compter le bloc constitutionnel avec l'atteinte à la dignité humaine, le caractère inviolable et sacré du corps humain, et bien le fait qu'on ne peut pas, porter atteinte comme ça au corps, en fait, quand ça n'est pas dans notre propre intérêt, parce qu'il s'agit de maltraitance, de torture, de choses vraiment qui sont contraires à tous les textes. Ce qui est impressionnant, hein, parce que là, c'est plus qu'une inversion, c'est une suppression de droit. C'est une suppression de droit. Voilà ce que je pouvais dire. Vous avez tout un tas de textes en fait qui vous disent que on doit privilégier les parents et l'intérêt supérieur de l'enfant, parce que eh bien, il est par définition des mineurs, il n'a pas toutes les compétences pour prendre des décisions, et c'est aux parents de les protéger. Ouais, c'est aux parents de les protéger. Et donc, juste une dernière chose, c'est que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme vous explique qu'on ne doit pas exalter, ça découle en fait du sens d'une décision de 1976. Il ne faut pas exalter la sexualité chez les enfants, qu'il ne faut pas porter atteinte à leur équilibre physique et psychique, et que l'État n'a absolument pas le droit d'endoctriner les enfants. C'est clair. Et là, il s'agit d'un travail de lobby, de longue haleine, parce que je vous dis, il y avait déjà un rapport de l'OMS de 1975. Et puis, vous avez aussi, je voulais vous dire, c'est qu'il faut aller regarder l'histoire de la fondatrice du planning familial. C'est relié au racisme, au Ku Klux Klan, au nazisme, à l'eugénisme. Donc, voilà, ils ont beau se présenter de la manière la plus séduisante possible, il faut aller regarder quelles sont les fondations de ces structures qui viennent nous imposer une idéologie qui est contraire à l'intérêt de nos enfants. Merci infiniment, Virginie. Je crois que Ariane voulait rajouter quelque chose par rapport aux apprentissages. Je voudrais quand même préciser plusieurs choses après l'exposé magistral de Maître Darroch-Joreca, simplement pour dire qu'un enfant qui est perturbé par justement une initiation précoce, donc traumatique à la sexualité, ne pourra pas réaliser correctement ses apprentissages.
On sait qu'il y a beaucoup, par exemple, de troubles orthophoniques qui proviennent justement d'abus sexuels infantiles. Donc, c'est dans l'apprentissage de l'écriture, dans l'apprentissage de la lecture, dans l'apprentissage de tout ce qui va être les fonctions rationnelles, l'apprentissage de la grammaire, des mathématiques, etc. Si l'enfant a été perturbé, il sera en très grande difficulté dans ses apprentissages scolaires. Donc ça, c'est quand même aussi un point, à mon avis, à rajouter. Je voudrais aussi rajouter 2 choses. L'hypocrisie de nous expliquer que tous ces programmes servent à protéger l'enfant, parce que comment pourrait-il savoir ce que c'est qu'un viol, etc., si on ne lui a pas expliqué, etc. Donc là, encore une fois, une très grande méconnaissance, 1, de la psychologie de l'enfant, 2, de la responsabilité des adultes de protéger les enfants, et 3, de l'état actuel de notre justice en matière de protection des mineurs et des abus sexuels sur les mineurs. Donc, je vais simplement prendre les chiffres de 2021 les plus importants qu'on a, parce que c'est pire aujourd'hui. Selon les statistiques du ministère de la Justice, donc voilà, on a 11 000 plaintes pour viol sur mineurs et seulement 700 condamnations. Donc, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Ça, c'est aussi un point que je voulais ajouter. Et l'autre point aussi, c'est l'autre argument pervers qui serait que voilà, la pornographie étant accessible à tous, il faut initier à la pornographie. Donc là encore, on se rend compte que les pouvoirs publics ne font absolument rien pour protéger les mineurs de cet accès à la pornographie. Et pire, il faut quand même aussi s'interroger sur la responsabilité de l'ensemble de la société, de laisser encore une fois les écrans entre les mains d'enfants qui donc sont initiés à la sexualité et à une pornographie qui est de plus en plus extrême et donc de plus en plus traumatique. Voilà, ça c'est aussi à mon avis un autre point. Alors dernier point. Donc, Maître Desroches-Oreca a parlé de Margaret Sanger. Je voudrais quand même rappeler effectivement, donc, si je retrouve, je vais le retrouver. Fondatrice du planning familial. Oui, donc elle a parlé aussi de John Monnet. Donc, il faut bien rappeler que, par exemple, John Monnet a écrit des articles clairement pro-pédophiles. Donc, dans cette équipe Kinsey, on avait aussi Mary Kelley-Brown, qui a été fondatrice de CIECUS, qui a été directrice médicale du planning familial international. En 1980, lors d'une réunion annuelle de l'Association des médecins du planning familial international, elle a bien expliqué que l'objectif principal de CIECUS, donc c'est à l'origine de tous ces programmes et même de la notion même et du concept d'éducation sexuelle ou éducation à la sexualité ou de pédagogie sexuelle, c'était de permettre de façon très large et profonde, je la cite, la prise de conscience de l'importance vitale de la sexualité des nourrissons et des enfants. Donc c'est quand même très très particulier. Ce sont aussi des équipes, et c'est important de le dire, ces équipes à l'origine de tous ces programmes ou de cet agenda pédophile, comme a pu le dire Judith Reisman ou Dana Scanlon. C'est l'idée que le viol, en fait, il n'y aurait pas de viol si c'est dans la douceur, entre guillemets. Et je vais prendre un article donc d'un des membres de l'équipe CIECUS, donc Beryl Levy, professeur de droit, qui a édité donc dans la revue Sexologie, qui était la revue donc où ils étaient tous. Pour le viol, il doit être démontré que la femme s'est battue comme une tigresse. Il doit être prouvé qu'elle a résisté de toute sa force et avec tous les moyens à sa disposition. Poings, pieds, ongles, dents, cris, etc. Certains experts sont d'avis qu'il est impossible pour un homme de violer une femme en bonne santé et de force moyenne. Voilà ces gens, voilà à qui nous avons affaire, ces pervers à qui nous avons affaire. Et donc, il faut bien comprendre que la majorité des pédophiles, et c'est pour ça qu'il faut se référer aux professionnels comme le docteur Régis Bonneau, qui a une longue expérience d'expert en cour d'assises, la majorité des pédophiles fonctionnent par manipulation
Et ces questions, ils ne fonctionnent pas par la contrainte. Et la contrainte physique. Et donc, c'est exactement cette initiation à la sexualité qu'il prône. Et le docteur Régis Bruno le dit souvent, le discours de l'OMS, eh bien, c'est le même que le discours des pédophiles qu'il a pu avoir et expertisé pour la cour d'assises. Oui, finalement, il vaut mieux que ce soit fait par moi plutôt que c'est un petit peu le discours que toujours, parce que ça sera bien fait entre guillemets. Je pense que c'est un point central, hein, ça, le fait que moi je sais pas, je m'interroge sur, enfin déjà je pense qu'il faut que les parents continuent la tradition de rappeler aux enfants, vous savez comme quand on lui disait, surtout si on te propose un bonbon, tu ne le prends pas, si on essaie de te faire monter dans une voiture, tu fuis. Et bien là, c'est un peu la même chose, hein, quand on est dans une école et que des personnes inconnues viennent commencent à nous parler de sexualité. Je suis désolée, mais c'est exactement la même chose parce que c'est une effraction et que l'enfant ne veut pas entendre. On a entendu quand même des témoignages terribles d'enfants qui se sont couverts les oreilles et ont pleuré. Des enfants plus âgés qui ont dit que c'était sale, qu'ils ont trouvé ça vraiment saugrenu que quelqu'un qu'ils ne connaissent pas vienne leur parler. Je pense qu'il faut continuer à leur dire et même peut-être placer pourquoi pas, dans un cahier, confier à son enfant. Voilà, non, s'il y a un cours de ce genre, eh bien, je sors de la classe. Mes parents m'ont dit que ça ne peut pas être, je ne peux pas participer à ça parce que c'est une maltraitance ou voilà, ce sont des propos pédophiles ou je ne sais quoi. Il faudrait vraiment que les enfants eh bien, soient armés aujourd'hui psychologiquement par les parents pour se protéger. Parce que malheureusement, comme vous le disiez, c'est un vrai problème. Eh bien, les cours se font on ne sait pas quand. Et on ne sait pas quand, et c'est trop tard après, hein, le mal est fait. On a quand même des témoignages d'infirmières qui viennent en cours de récré, attraper des jeunes filles de 9 ans, par exemple, et leur dire, venez, je vais vous expliquer des choses, mais vous ne le répétez pas à vos parents. Mais qu'est-ce que c'est que ça, si ce n'est... Vous voyez ce que je veux dire? Et on a entendu des choses tellement horribles. C'est tellement horrible, je vous assure, des enfants de 5-6 ans emmenés dans les forêts pour pratiquer des actes sexuels avec d'autres enfants. Je vous assure, les parents, faites très attention à ce qui est en train de se passer, parce que c'est affreux, en fait. C'est vraiment affreux. Donc il faut vraiment que les parents prennent pleinement conscience de ce qui est en train d'être fait et protègent leurs enfants par tous les moyens possibles. Relayez les lettres d'experts, à parler à vos parlementaires, faites tout ce qui est possible. Parlez-en à votre entourage, parce que c'est notre devoir d'adultes. C'est pas aux enfants, comme on a dit, hein, durant la crise, pour protéger mamie, il faut que tu te fasses injecter ou que tu mettes ton masque ou que tu t'écartes. Voilà. Je vous assure qu'on reçoit des témoignages qui font froid dans le dos. Voilà. Oui. Je voudrais rajouter par rapport à ce que dit Maître Darroch-Orekia sur cette question des témoignages. Comme c'est un programme international, ce n'est pas parce que les gouvernements ont des noms différents de ces programmes que ce n'est pas le même programme. Hein. C'est-à-dire que Evras en Belgique et EdSens, dans le monde, c'est exactement la même idéologie, ou en Suisse. Donc nous, effectivement, on a ouvert un mail pour recevoir des témoignages. Il faut nous excuser si on ne vous répond pas de suite, mais nous, on est bénévoles sur ce sujet et on est aussi débordés. Donc voilà, c'est important qu'on puisse avoir votre compréhension, mais on recueille ces différents témoignages. Donc on a des témoignages de Suisse, des témoignages de France, des témoignages de Belgique. On a aussi en Belgique donc le site sauvonsnosenfants.weebly.com, donc où des professionnels recueillent également des témoignages. Je vais vous en lire un, parce que c'est quand même important de savoir que les dégâts traumatiques sont largement
irrémédiable. Donc il faut absolument que les adultes prennent leurs responsabilités. Effectivement, Maître Derojoreca a rappelé que nous avons rédigé des courriers. Ces courriers sont vraiment à votre disposition pour les envoyer partout, informer un maximum d'adultes, informer. Nous sommes disposés à travailler avec d'autres associations, voilà, qui partagent en fait nos préoccupations et les points sur lesquels nous avons insisté. Alors aussi, ce qui est très important, c'est que nous, on a pris le parti de ne pas lisser notre discours parce que ça serait plus acceptable. À partir du moment où ces textes sont extrêmement dangereux, nous les dénonçons comme tels et nous dénonçons et nous réclamons leur abolition. Hein, et nous rappelons, voilà, donc c'est vrai que nous le faisons depuis une posture professionnelle qui refuse de cacher certains éléments au risque qu'ils seraient inaudibles ou que les gens ne seraient pas prêts à les entendre. Hein, puisque si c'est écrit dans ces textes, très important que c'est notre responsabilité en réalité professionnelle de les restituer, en particulier aux Français. Donc je vais vous lire ce témoignage. Mes 2 enfants étaient dans des écoles à pédagogie active dans lesquelles la cellule Evras, donc c'est en Belgique, mais c'est pareil pour Aide-Sens, hein, Aide-Sens dont je rappelle qu'il est prévu un dialogue pour initier un dialogue à la sexualité avec des enfants à partir de 2 ans, des enfants qui ne savent donc pas parler. Bon. Dans lequel la cellule Evras a une voie d'entrée privilégiée. Mes 2 enfants ont participé à ces cellules Evras. Mes 2 enfants ont été dérangés par ces interventions dont le contenu laisse clairement à désirer et dont je me suis chaque fois étonnée de ne pas pouvoir y avoir accès. Total non-sens puisque les parents sont alors complètement coupés du débat et n'ont pas d'outils pour pouvoir ensuite dialoguer avec les enfants. J'avais interpellé l'école sur l'utilité d'une telle intervention qui me semblait vraiment précoce, en vain. Nous ne savions jamais quand allaient avoir lieu ces cours et n'avions aucun moyen de décider si oui ou non nos enfants y participeraient. En première primaire, ma fille a donc participé sans mon consentement puisque nous n'avons pas été prévenus à sa première cellule d'Evras. L'après-midi même qui a suivi cette intervention, ma fille a subi des attouchements dans les toilettes. Elle y était seule, les garçons étaient à plusieurs. Ça, c'est la conséquence directe de ces cours, il faut le dire. En revenant à la maison, elle m'a tout de suite confié ce qui s'était passé. Elle était perturbée, en colère, a pu dire avec ces mots qu'elle se sentait humiliée. Il aura fallu du temps pour qu'elle puisse intégrer la notion de consentement et de limite. J'ai interpellé l'école et Evras. Je reste choquée par leur retour. Evras sous couvert de « ils étaient entre enfants, donc ce n'est pas un abus », a cautionné ces comportements manifestement hypersexualisés. Pour se protéger, ils ont déformé mes propos et déformé mon témoignage. Entre guillemets, ce sont vos mots d'adultes interprétant les propos rapportés par votre fille. Donc, on est dans une négation d'abus sexuels et de ceci, nous avons plusieurs témoignages aussi. Je leur ai demandé de faire revenir un intervenant pour accompagner cet événement. Rien n'a été fait. C'est finalement l'école qui a dû encadrer les écoles sans outils pédagogiques adaptés. C'était en 2017, parce que ça fait longtemps que c'est à l'œuvre et c'est en train de grignoter de plus en plus. Le grand déploiement pour la France, c'est 2023, mais c'était déjà à l'œuvre, y compris en Belgique. Nous sommes en 2023. Combien d'enfants d'innocence ont été impactés par ce contenu d'adultes qui partent du principe que les enfants ont une sexualité d'adulte miniature. Avec du recul, j'en comprends mieux la perversité. Donc, ce témoignage résume, voilà, et on en reçoit énormément. Ouais. Témoignage glaçant, oui. Oui, et j'ajouterais derrière le docteur Biran, c'est que, eh bien, en fait, il n'y a pas de communiqué de presse de la part du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Santé, pour, eh bien, s'offusquer de ce genre d'événement, dire que c'est isolé, que non. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez eu notamment un questionnaire en mai ou juin 2023 qui demandait justement aux enseignants de classe de CP Oui. à CM2 s'ils enseignaient le désir, le plaisir et les orientations sexuelles. Donc, c'est volontaire. Et on n'aura jamais aucune réponse de la part du ministère de l'Éducation parce que c'est volontaire. Voilà. Je pense qu'il y a suffisamment d'associations, de collectifs qui se sont alarmés et qui leur ont écrit pour qu'on ait au moins une réponse, un communiqué, comme ils savent si bien le faire constamment dans les médias, pour nous dire qu'ils sont vraiment désolés, que ces enfants ont souffert
et que ça ne se reproduira plus, qui prendront les décisions qui s'imposent. Nous n'avons rien eu. Donc, moi, je constate que c'est volontaire. Voilà. C'est ce qu'on peut en déduire. Nous avons plutôt des campagnes médiatiques de calomnie sur les professionnels et les associations de protection de l'enfance qui s'alertent de ce qui se passe. Donc tout ceci, effectivement, souligne le caractère intentionnel. Oui, et puis on ne vous donne pas la parole du tout, alors que c'est vous, effectivement, qu'on devrait écouter, et pas des lobbies. C'est ça le danger, ou des personnes formées, on ne sait pas trop comment, en 2-3 jours des fois de sensibilisation à la sexualité, qui vont intervenir auprès de nos enfants sans savoir s'ils ont un casier judiciaire, sans savoir s'ils ont un passé quelconque aussi. Enfin, c'est grave. Et je voudrais rajouter, si vous me le permettez, des professionnels et experts indépendants. C'est-à-dire que ce n'est pas que des professionnels qu'il faut écouter, professionnels indépendants, parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui circule sur ces questions. Je voudrais ajouter une dernière chose, c'est suite au livre du magistrat Martine Bouillon qui disait bien les pédophiles, les pédocriminels choisissent toujours des métiers qui sont proches des enfants. Donc voilà, et je voulais juste dire une dernière chose, c'est que nous ne sommes pas là pour commettre des actes terroristes, comme le docteur Biran a fait les frais de cette accusation en Belgique, par des médias grand public qui en fait continuent de dispenser cet endoctrinement. Mais en fait, on demande juste le rétablissement de l'ordre public. Et l'ordre public, ça signifie la moralité publique. Voilà. Oui, bien sûr. Pour bien vivre ensemble et bien vivre en société. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. Je voulais juste rappeler, je mettrai les liens effectivement que vous m'avez fait passer, et puis les liens aussi pour vous, comment vous recensez les témoignages, votre lettre aussi que j'affiche à l'écran, dont les parents peuvent se saisir, mais également les professionnels, pour justement dénoncer et puis s'opposer à toute cette éducation à la sexualité et refuser que leurs enfants puissent assister à ce genre de séance. C'est important, vous l'avez dit, qu'on se mobilise, que chaque parent prenne ses responsabilités d'adulte et de parent, et puis mettre un petit mot dans les cahiers. N'hésite pas à aller voir les professeurs, n'hésite pas à aller voir les directeurs, les enseignants, et à faire le job comme vous l'avez bien précisé. En temps de Covid, on nous a inversé complètement les valeurs en faisant croire que c'était aux enfants de protéger les adultes. Bien non, c'est bien aux parents et aux adultes de protéger les enfants, et c'est notre rôle aujourd'hui de le faire, et je dirais encore plus maintenant, parce que la maltraitance continue. L'État totalitaire, dont Ariane est spécialiste aussi, se déploie, parce que c'est aussi ça l'État totalitaire, si j'en ai bien compris la définition, c'est d'aller dans la sphère de l'intime, du contrôle total des individus, et on en est là, et c'est très très dangereux, très très grave ce qui se passe, et j'espère que voilà, on va semer des petites graines, et que la majorité des parents et des adultes va finir par se réveiller, parce que là, c'est vraiment important. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose après ce que je viens de dire. On peut vous retrouver sur Twitter aussi, je mettrai les liens, sur vos sites internet aussi, effectivement. Il y a Ariane qui est très très chargée, très fournie, avec pas mal de documents et de documentaires aussi, et d'interviews que vous avez pu réaliser, que j'ai vu aussi. Voilà, je mettrai tous les liens. En tout cas, je vous remercie encore vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous écouter, et passionnant d'entendre. Voilà, vous êtes des spécialistes, et c'est important d'avoir votre parole. Donc, je suis pleine de gratitude que vous ayez accepté encore une fois de participer à mon émission. Virginie, vous voulez rajouter quelque chose? Non, peut-être? Déjà, merci infiniment, parce que c'est le partage de la parole qui permet de sauver probablement quelques enfants de la maltraitance et puis des abus. Je voulais dire aussi qu'il y a une pétition qu'on peut partager, qui a précédé ce courrier, et également une saisie participative du Conseil économique, social et environnement sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, que les gens n'hésitent pas à venir dire ce qu'ils pensent, parce que notre pétition
répertorie un grand nombre en fait de témoignages, de messages et qui démontrent quand même que les gens ne sont pas dupes et qu'ils ils sont vraiment contre cette éducation à la sexualité dispensée pour chez les enfants. Voilà. Donc surtout ne pas hésiter comme ça, même si on a l'impression qu'une pétition, ce n'est pas grand-chose, on va utiliser ça après pour faire un travail voilà, pour promouvoir et puis faire passer en fait ces observations qui sont très importantes. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup de nous avoir reçus et de passer le relais. Merci à vous, merci beaucoup. Oui. Oui, merci. Je voudrais peut-être rajouter donc effectivement que pour l'instant, les gens peuvent nous suivre sur Twitter ou sur Telegram. Nous sommes en train de nous organiser justement en tant qu'association de professionnels et d'experts, donc avec Honest Alternative, donc, dont la présidente est maître Virginie Darrojo-Recchia. J'en suis vice-présidente et le docteur Laurence Kaiser également. Je pense que les gens aussi peuvent regarder la constance des discours sur la durée, le fait que voilà, ça fait longtemps que nous disons exactement la même chose et que nous n'avons pas bougé de discours. Et ça doit être un critère important parce que on voit beaucoup de girouettes selon l'opportunisme du moment et je pense que ce sont des gens effectivement en tout cas qui ne tiennent pas dans l'adversité. Nous, je crois que nous avons démontré que nous tenons dans l'adversité et que nous soutenons toujours la même chose pour la protection de l'enfance, pour justement des adultes qui ne soient pas mutilés et qui aient une sexualité épanouie et heureuse et amoureuse, justement. Et tout ceci nous paraît extrêmement important parce que les enfants, c'est la génération qui vient après nous. Elle a déjà extrêmement été abîmée et nous sommes responsables de ce que nous semons. Alors, bien entendu, il y a beaucoup d'enseignants, de directeurs d'école, etc., qui ne savent pas ce que contiennent ces 10 programmes. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument leur transmettre nos courriers, également pour les députés, etc., parce que il s'agit avant tout d'informer, et justement de ne pas banaliser quelque chose qui n'est pas vraiment défendable quand on commence à creuser ce qui se passe à l'intérieur de ces textes et derrière ces textes, quelles sont les conséquences de ces répercussions idéologiques sur la société en général. Tout à fait. Et ne pas hésiter effectivement à faire circuler les rapports OMS, le livre blanc aussi du planning familial, etc. Tous ces documents qui peuvent peut-être les faire percuter à un moment donné, quitte à surligner des choses vous-même et à faire un petit peu le travail d'étayage pour leur rendre la tâche un peu plus facile. Et comme vous l'aviez dit, Ariane, effectivement, là, il y a quelques minutes, une société qui ne se préoccupe pas de ses enfants est une société qui va mal, qui est en mauvaise santé. Parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on ne se projette plus dans l'avenir, on n'a plus de désir et d'envie pour les générations futures et ça, c'est pas OK. C'est à nous de les protéger, encore une fois. Merci infiniment à vous 2. Merci beaucoup. Merci. Et merci pour votre combat, merci pour tout ce que vous faites pour nos enfants et pour les générations justement à venir. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt. À bientôt.